Majesté, Madame la Ministre, chère Ségolène Royal, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici au centre de conférence ministérielle du ministère des Affaires étrangères et du Développement international et je remercie l'Organisation mondiale de la santé d'avoir choisi d'organiser ici à Paris cette deuxième conférence mondiale sur la santé et le climat, alors que résonne encore dans notre capitale le succès de la COP21. Chaque année, des événements météorologiques extrêmes dont la fréquence est amenée à augmenter du fait du dérèglement climatique causent le décès de dizaines de milliers de personnes dans le monde et ont un impact négatif sur la santé de millions d'autres. Le changement climatique accroît l'insécurité alimentaire, il aggrave la malnutrition, il accentue la dissémination des maladies vectorielles comme le paludisme, la dengue ou plus récemment Zika. Quant à la pollution atmosphérique, elle influe directement sur la santé des habitants des centres urbains qui représentent déjà plus de la moitié de la population mondiale. Les exemples sont nombreux qui conduisent à une seule et même conclusion. Lutter pour un monde résilient et sobre en carbone, c'est améliorer la santé des populations. Mesdames et messieurs, nous avons pris la bonne direction, mais le chemin est encore long. Alors allons plus loin, allons plus vite, allons plus fort dans un effort collectif qui doit associer les États, les collectivités locales, la société civile, les entreprises du secteur privé et bien sûr le secteur de la santé. Cette conférence de Paris va y contribuer et c'est donc pour moi une grande satisfaction d'avoir eu l'honneur de l'ouvrir devant vous. Je vous remercie. Je suis heureuse en tant que présidente de la COP21 de vous accueillir ici à Paris pour cette seconde conférence mondiale sur la santé et le climat organisée par l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est d'une certaine façon retrouver l'esprit de Paris qui a permis le formidable succès de la COP21 grâce à l'engagement de tous les chefs d'État et de gouvernement. Je tiens tout d'abord à saluer votre présence, Majesté, la reine Laetitia d'Espagne, dont l'implication personnelle dans le domaine de la santé et de l'environnement est connue de tous. Vous avez été nommée le 12 juin 2015 ambassadrice spéciale de la FAO pour la nutrition. Il s'agit d'une reconnaissance à la fois de votre engagement personnel en faveur d'un monde libéré de la faim et de la malnutrition et des efforts déployés par l'Espagne pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle au plan mondial. C'est la reconnaissance aussi de votre intérêt pour la recherche scientifique orientée vers la santé, vers l'éducation et vers l'innovation. Demain, à votre initiative, se tiendra une table ronde relative à la manière d'explorer les bénéfices apportés à l'environnement, à la biodiversité et à la santé par la promotion d'un système de nutrition plus sain et qui prend mieux en compte la nécessité d'adaptation au changement climatique. Je tiens bien évidemment aussi à remercier l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'avoir accepté d'organiser avec la France cette conférence sur le lien entre santé et changement climatique. C'est un sujet majeur. J'allais dire que c'est le sujet principal finalement du changement climatique. Et au bout du compte, lorsque on sait que le combat contre le réchauffement climatique, c'est d'abord un combat pour rétablir des relations harmonieuses entre les êtres humains et leur environnement, entre les êtres humains et la planète, et bien évidemment, la question de la santé, elle est absolument cruciale, elle est centrale. Santé et climat sont inextricablement liés. La santé des hommes est directement liée à la santé de la nature. Le rapport remis par le Haut Conseil de la santé publique, que je remercie pour son travail, sur les impacts sanitaires de la stratégie d'adaptation au changement climatique est particulièrement éclairant sur ce point. Il identifie tous les types de risques sanitaires. Alors, première observation, le climat change, mais il a toujours changé sur la Terre. Ça, il faut peut-être rappeler cette évidence. C'est d'ailleurs ce qui a permis de façonner les écosystèmes actuels et la biodiversité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce n'est pas que le climat change, c'est que le climat change trop vite et que donc le vivant ne peut plus s'adapter à ces changements rapides. Et si, bien entendu, ces conditions changeantes rapides affectent le vivant, en retour, la biodiversité qui s'effondre affecte le climat. Les précipitations violentes aussi qui causent au moins 150 000 décès par an,
avec les affections les plus fréquentes que sont les désordres cardiovasculaires, de graves problèmes respiratoires dus aux vagues de chaleur, des transmissions de maladies infectieuses et des problèmes de malnutrition imputés à l'effondrement des productions agricoles et des récoltes de la pêche. L'incertain de l'avenir aussi accentue ces problèmes, puisqu'il devient très difficile de prévoir, et même impossible de prévoir. Par conséquent, les désordres climatiques affectent les défenses immunitaires et la résistance aux produits toxiques. Les vagues de chaleur entraînent des dizaines de milliers de décès. D'autres phénomènes susceptibles d'affecter la santé, comme le problème des pollutions urbaines, seront majorés par la chaleur, diffusion de molécules toxiques, augmentation des allergènes, etc. Alors bien évidemment, l'ensemble de ces modifications a aussi des conséquences sociales et économiques très importantes. Par exemple, les troubles sociaux liés aux effets économiques, quand plus de 30% de la population est touchée par une épidémie de chikungunya, de Zika ou de dengue, en dehors des conséquences sanitaires, c'est une région, toute une région ou tout un pays qui s'arrête. Ça provoque aussi des conflits armés, les guerres climatiques ou les guerres de la faim, des problèmes spécifiques aussi liés aux migrations climatiques. Et par conséquent, l'enjeu majeur, c'est l'adaptation aux impacts du changement climatique, sujet particulièrement important pour l'ensemble des parties à l'accord de Paris, dont l'article 2 entérine l'objectif mondial de long terme et l'article 7 renforce la prise en compte et la planification par tous. Il s'agit bien évidemment de lutter contre la pollution de l'atmosphère, les émissions de gaz à effet de serre, de polluants climatiques qui sont souvent associés à d'autres émissions de substances toxiques. Et donc le défi, c'est aussi celui de l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Autre observation, on constate que les impacts du changement climatique frappent beaucoup plus durement les populations pauvres, les populations vulnérables et en premier lieu les femmes et bien évidemment les enfants. Alors quelques observations aussi sur le travail qu'a fait la France, qui a engagé une action résolue au niveau international sur les polluants ayant un impact sur le climat, les gaz à effet de serre fluorés. Vous le savez, des discussions sont en cours depuis plusieurs années pour amender le protocole de Montréal afin qu'il encadre la réduction de la consommation et de la production des hydrofluorocarbones. Il est estimé qu'une telle mesure permettrait d'éviter plus de 20 fois les émissions 2012 de l'Union européenne, et de très récents travaux scientifiques démontrent bien les premiers impacts de ces mesures sur la réduction du trou dans la couche d'ozone. La France souhaite donc qu'un accord sur un amendement au protocole de Montréal soit trouvé d'ici la fin de la période de la présidence de la COP 21 pour réduire massivement l'usage de ces polluants d'ici 2030. Le changement climatique conduit à une baisse des rendements agricoles et de la pêche, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi à un accroissement du développement des ravageurs de culture. Nous luttons ici fermement au niveau français et au niveau européen contre l'utilisation du glyphosate, substance classée cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. La France souhaite également que l'usage des pesticides néonicotinoïdes soit réduit pour être progressivement éliminé, et le projet de loi sur la biodiversité que nous venons de faire adopter par le Parlement interdit ces pesticides à compter du 1er septembre. Ces produits sont soupçonnés d'avoir des effets sur la santé, notamment du fait de leurs effets neurotoxiques. Et il convient de ne pas attendre de voir apparaître les conséquences sanitaires de masse pour interdire l'usage de ces substances dangereuses. Enfin, les changements climatiques, on le sait, conduisent à une augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles, les inondations, les cyclones. Et c'est pourquoi, au cours de la COP 21, nous avons développé une mobilisation internationale autour de l'accord de Sendai, qui a pour enjeu de développer la culture du risque, la sensibilisation des populations pour adopter les bons gestes et les bons comportements, pour renforcer la résilience des établissements de santé qui sont situés en zone inondable et pour améliorer les systèmes de prévention et d'alerte CRUISE. En conclusion, je voudrais souligner donc l'importance de cette réunion.
dont il faudra aussi préciser les travaux qui vont suivre cette réunion pour que l'on n'attende pas d'une année sur l'autre et qu'au contraire tous les travaux scientifiques qui ont eu lieu depuis plusieurs années et qui ont lieu dans la foulée des réunions comme celle-ci puissent être délivrés régulièrement pour monter en puissance jusqu'à la COP22, je salue Akima et l'AIT, jusqu'à la COP22 et même au-delà pour vraiment appuyer sur les modifications des politiques publiques. Et l'on sait parfaitement que la sensibilisation à la santé publique, c'est un élément clé qui peut permettre de mobiliser les opinions publiques et la société civile. Vous voyez, quand le changement climatique est abstrait, ou lorsque l'on parle des échéances 2030-2050, ça paraît loin, ou lorsque le discours est trop catastrophiste et que finalement on se dit c'est tellement grave que finalement, chacun à notre petit niveau, nous n'arriverons pas à changer le cours des choses. Alors on peut basculer très rapidement dans l'inaction, dans l'indifférence. Mais lorsqu'il y a des enjeux aussi immédiats, aussi concrets que la santé de ses enfants, la santé de sa famille, la santé de nos anciens, à ce moment-là, il y a vraiment une mobilisation politique. On le voit d'ailleurs à l'échelle de la planète, où les populations maintenant se révoltent contre la pollution de l'air, contre les pollutions, ne restent plus dans l'indifférence. Et je salue d'ailleurs tout le travail, la mobilisation des ONG qui ont longtemps prêché dans le désert et qui aujourd'hui sont en première ligne. La voix des scientifiques est absolument essentielle. Je souhaite, en tant que présidente de la COP21, que cette voix des médecins, cette voix des scientifiques soit vraiment en première ligne de la prise de conscience. Elle est là, la prise de conscience, puisque nous avons réussi l'accord de Paris sur le climat. Et que l'on voit aussi que cet effort ne faiblit pas, puisque 178 pays ont déjà signé cet accord et que nous sommes là dans un processus de ratification qui s'accélère. Et je suis convaincue que l'accord de Paris sera entré en application avant la COP22, ce qui était même inimaginable en janvier dernier. Cette prise de conscience, cette volonté politique, elle doit être densifiée à partir de sujets comme ceux dont nous débattons aujourd'hui, parce que nous attendons aussi le passage à l'acte. C'est ce qu'attendent nos populations, nos opinions publiques, nos citoyens, le passage à l'acte, c'est-à-dire la transformation d'une volonté politique qui est là, qui est installée, qui est historique, qui est exceptionnelle, en action opérationnelle, et quel problèmes plus graves que ceux de la santé peuvent permettre de renforcer cette mobilisation essentielle qui permet que tous les citoyens se mettent en marche. Et quand nous développons, comme le disait Martin Luther King, à l'ensemble de la planète, quand des milliards d'individus accomplissent le même geste, alors on sait que la réussite sera au bout de ce geste pour établir la paix, disait-il, et bien pour rétablir aussi l'harmonie entre nous, les êtres humains, et la planète que nous avons détruite, mais nous avons la capacité et l'intelligence non seulement de la reconstruire, mais d'inventer le nouveau modèle de développement qui nous permettra non seulement de vivre en paix, mais de vivre en bonne santé sur cette petite planète que nous partageons. Alors je crois que nous aurons été à la hauteur de la tâche qui est la nôtre. Merci de votre engagement, de votre présence et de votre contribution. Madame Royal, other ministers, authorities. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences. Good morning. I would like to start by thanking. Pour commencer, j'aimerais remercier l'OMS de l'invitation à la deuxième conférence mondiale Santé-Climat. Je suis extrêmement reconnaissante au gouvernement français également de la tenue de cette conférence et de l'hospitalité dont ils ont fait preuve. C'est vous tous, les experts, les décideurs, les ministres de la Santé, les professionnels de la santé, les leaders, qui répondent aux problématiques de santé publique liées au climat. Néanmoins, les ambassadeurs, en tant qu'ambassadrice spéciale à la nutrition, j'ai quelques questions que j'aimerais soulever. Avons-nous atteint les limites de notre planète? Est-ce que nous devrions nous pencher sur la façon dont nous produisons l'alimentaire? Est-ce que nous devrions modifier nos systèmes énergétiques, nos modèles énergétiques de demain? Devrions-nous les réviser aujourd'hui? Est-ce que nous devrions repenser entièrement notre système sanitaire?
J'aimerais vous donner quelques chiffres de l'OMS. 97% des dépenses sanitaires mondiales se concentrent sur la guérison des maladies et seulement 3% sur la prévention. Une autre question, est-ce que peut-être c'est notre attitude que nous devrions modifier? La façon dont nous interagissons avec la nature? Lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, on a évoqué la possibilité de favoriser un progrès social et technologique en harmonie avec la nature. Serait-ce possible? J'aimerais ici alimenter un peu la conversation sur les droits humains également. Nous sommes ce que nous mangeons, ce que nous buvons et ce que nous respirons. C'est pourquoi les plus grands défis pour nous, c'est comment nourrir la planète de manière adéquate. Ça ne suffit pas d'éliminer la famine. Le développement physique et cognitif dépend de la qualité de la nutrition. Alors, est-ce que nous allons pouvoir nourrir les 9 milliards d'habitants de la planète? Notre planète connaît des mutations très rapides et nous sommes au moins partiellement responsables de cela. La santé publique est un défi avant tout local, mais son impact, clairement, est mondial. Est-ce que c'est une question politique ou morale? Est-ce que c'est une question culturelle? Comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons répondre à une crise mondiale qui n'a jamais connu son pareil? Dans le cadre de l'Union européenne, l'Espagne s'engage et s'est engagée depuis bien avant les réunions de Paris. Je ne souhaite pas vous surcharger de chiffres, mais il y a une chose qui est importante à retenir. La position de l'Espagne est de continuer la transformation entamée de notre modèle économique actuel pour passer à un modèle sobre en carbone et à faible émission d'ici 2020. Le gouvernement souhaite doubler ses contributions financières en ce sens d'ici 2020. Encore deux petites choses. Tout d'abord, nous sommes un partenaire actif et un champion avec le Bureau pour le changement climatique de nos partenaires américains. Nous défendons également l'engagement civil et la responsabilité individuelle. Pourquoi? Parce qu'une conscience plus aiguë, une sensibilisation à ces questions est indispensable pour pouvoir répondre à ces questions. Je passe à quelques mots de conclusion. En décembre dernier, ici même à Paris, 196 pays sont parvenus à un accord, à un engagement pour améliorer la santé mondiale. Cet accord, je pense que nous pouvons être fiers de le dire, est important. Il a reçu le prix de la princesse d'Asturie pour le changement climatique. Il y a beaucoup de questions que je viens de vous poser et qui vont devoir trouver réponse. Mais dans notre lutte, nous allons devoir travailler ensemble, à la fois avec le secteur privé et le secteur public. Je ne peux que rappeler l'importance de l'engagement des industries et des grandes entreprises là-dedans. Personne ne peut échapper à ce qui est un risque mondial. Et je veux vraiment le répéter, personne, y compris les générations qui suivront. Tout le monde a le droit à une meilleure santé. À l'heure actuelle, 800 millions de personnes souffrent de la famine et 2 milliards de personnes sont touchées par l'obésité et le surpoids du fait d'une suralimentation. Nous avons tous raison de nous inquiéter d'une situation qui semble échapper à notre contrôle. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, nous avons toutefois la possibilité de résoudre ce problème. C'est de nous que cela dépend. Merci de votre attention. Merci.
C'est une étape très importante à laquelle je tenais beaucoup. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, dans toutes mes prises de parole, pendant toute la séquence de la COP21 sur l'agenda des solutions, j'ai très souvent parlé de la problématique santé. Que ce soit sur la question de l'eau, sur la question de l'agriculture, sur la question des forêts, sur la question des femmes, tous les sujets, parce que j'ai participé à une centaine d'événements pendant la COP21 sur l'agenda des solutions, dans toutes les coalitions, et j'ai veillé à chaque fois que la dimension santé, dès lors qu'elle avait un lien avec le sujet abordé, soit évoquée. Et je me demande même si, à la COP22, il ne faut pas faire un sujet à part entière de la question de la santé. Parce que, comme le disent les chercheurs et les médecins, et comme je le vois aussi dans les réactions politiques, quand on cherche des leviers d'action, c'est-à-dire des éléments qui vont susciter l'action politique, on voit que les questions de santé sont aujourd'hui majeures parce que c'est ce qui met le plus fortement en mouvement les citoyens. Et regardez, on voit les manifestations en Chine sur la pollution de l'air, on voit les manifestations partout sur la défense du cadre de vie, et de plus en plus les citoyens se lèvent pour défendre leur cadre de vie, leur santé et la protection de l'environnement. Donc si l'on veut donner de la crédibilité à la parole politique, il faut que les conventions internationales qui portent sur ces sujets-là soit ratifiée. C'est la moindre des choses. En tant que président de la COP, je vais faire en sorte que le protocole de Montréal soit ratifié avant la COP 22. Très concrètement. Merci. Et deuxièmement, c'est que désormais, dans les conférences climat, le sujet santé soit intégré à toutes les politiques et à toutes les coalitions. Donc l'objectif de cette réunion, c'est que la dimension santé soit intégrée à toutes les actions de l'agenda des solutions.